Cette semaine, à Maghebdo, nous allons faire une incursion dans le monde des aidants naturels. Pour ce faire, nous recevrons mesdames Joanne Reed, Françoise Goulet et Madeleine Delage. Je suis donc avec Joanne Reed, Françoise Goulet et Madeleine Delage. Merci, mesdames, d'être ici aujourd'hui avec nous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout d'abord, ma première question va se diriger vers Joanne, puisque c'est de là que l'idée m'est venue de faire cette émission-là. Autour du concept du deuil blanc, vous avez fait une conférence avant les fêtes à laquelle on a assisté. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, c'est quoi le principe du deuil blanc? Qu'est-ce qu'on entend par deuil blanc? Le deuil blanc, c'est les deuils qu'on fait au quotidien quand on vit avec quelqu'un, soit avec le Parkinson, l'Alzheimer. C'est des choses qu'on doit, laisser tomber. Nos rêves. La personne ne nous reconnaît plus avec l'Alzheimer. Donc, les plans qu'on avait faits pour la retraite, ils vont changer. Une personne qui perd son permis de conduire, c'est un petit deuil. On appelle ça des deuils blancs. C'est tout ce qui est un deuil qui n'est pas nécessairement relié à la mort, mais à la perte. C'est ça. C'est des deuils qu'on fait avant la mort. D'accord. Et ici, pour en parler avec nous, on a deux personnes qui sont des aidantes naturelles, parce que c'est le rôle que vous occupez un peu au CAB, vous vous occupez au Centre d'action bénévole de Châteauguay. Vous vous occupez des aidants naturels. Donc, est-ce que vous pouvez simplement nous résumer un peu chacune votre situation dans laquelle vous vous retrouvez en ce moment? Bon, j'accompagne mon homme qui est à Parkinson et démence vasculaire. Alors, ça veut dire que c'est deux maladies dégénératives qui font que la personne perd de plus en plus de son autonomie, d'initiative, des difficultés à entretenir une conversation longtemps, des choses comme ça qui font que le dialogue est plus difficile. Son autonomie, dans ce sens, il n'a plus d'initiative, il ne pense pas qu'il faudrait qu'il fasse telle chose. Alors, ça implique pour la personne accompagnante de l'aider à s'habiller parce qu'il n'est plus capable de s'habiller, d'avoir de l'aide pour qu'il soit capable de se laver. Ça, c'est l'aide qui vient du CLSC. Et ça implique aussi de la part de la personne accompagnante, aidante. C'est difficile parce qu'on perd justement ce que Joanne disait, les rêves. Bon, alors on ne voyage plus. Bon. Ensuite, on est des grands sportifs, on ne fait plus de vélo. Et c'est tous des petits deuils qui arrivent au jour le jour. On peut être un bout de temps où ça va bien. Puis à un moment donné, il arrive une situation, puis là, on dit, bon, ça, on ne peut plus faire ça. Alors, c'est tranquillement pas vite, ça s'effrite un peu tranquillement pas vite. Et tranquillement pas vite. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation-là, que ça a commencé? Je commence ma 3e année. La 3e année. Et de votre côté? Mon Dieu, moi, ça fait 20 ans. On a passé par toutes les étapes, comme Madame a dit. C'est une maladie dégénératrice. Vous, c'est le Parkinson également? C'est le Parkinson aussi. Alors, c'est pas évident. On fait tous les deuils de tout. Parce que dans le cas de mon mari, c'est arrivé à 58 ans, au moment où il aurait pris sa retraite. On lui dit que dans 5 ans, il va être en chaise roulante. Mais c'est quelqu'un de volontaire, puis c'est quelqu'un de combatif. Alors, il ne voulait pas se laisser faire. Alors, il a fait des exercices, il a tout fait, tout ce qu'il était capable pour se maintenir en forme. Puis au début, on ne connaît pas la maladie. Alors, on cherche. On cherche sur l'ordinateur, on cherche dans des livres, on cherche partout comment on peut gérer ça le mieux possible, puis essayer d'éloigner toutes les deuils là, blancs là, qu'il faut faire. Oui. Alors, c'est vraiment pas facile. Puis là, maintenant, moi, mon mari est en institution depuis 3 mois. OK, c'est récent. C'est un coup épouvantable. On se sent comme aidant, là. Comme on laisse aller, mais on se sent, je dirais, cheap. C'est vraiment un sentiment de culpabilité qu'on ressent à ce moment-là? Oui, on ressent un sentiment de... On les laisse avec d'autres personnes qui vont en avoir soin. Nous, on connaît toutes les petites choses qui peuvent l'aider,
mais c'est pas dit qu'il va l'avoir là-bas. Il y a une partie est-ce qu'il y a une partie qui est personnelle au sens, vous avez l'impression un peu d'abandonner et il y a aussi une crainte qui est reliée à est-ce que la personne va être aussi bien traitée que moi je la traite parce que vous savez que vous êtes irréprochable ou tout près? En tout cas, on fait tout ce qu'on peut. Hein? Quand on a quelqu'un aussi qui a été bon, généreux, gentil dans toute sa vie, puis moi, dans mon cas, ça fait 57 ans que je suis mariée avec ce type-là. Bien, tu as l'habitude de vivre avec lui, puis tout à coup, tu te retrouves toute seule chez toi. Tu peux aller le voir. Tu essaies de le placer le plus près possible. Alors, c'est pas évident. Et vous me disiez, je ramène à l'année dernière, quand on s'est rencontrés, au début de cette année en fait, vous disiez, on devient plate parce qu'on est en train de se plaindre constamment. J'avais trouvé ça intéressant parce que sans s'en rendre compte, dans la réalité dans laquelle on vit, on est souvent dans des trucs qui sont difficiles. Et on n'a jamais personne pour extérioriser ça. Madame doit vivre ça, la même chose. C'est qu'on a des connaissances, on a des gens qui venaient jouer aux cartes avec nous, qu'on sortait, qu'on allait... Ces gens-là, après, ils ont l'attitude de... Ils sont gênés de tout ça. Alors, ils se retirent. On prend contact un peu, mais c'est plus la même chose. Alors, l'aidant, lui-là, il vit la même chose que la personne qui a la maladie. On vit la même vie que lui. Ouais. Puis on est dans... On perd notre cercle social. Oui. Oui. Ben, dans mon cas, actuellement, je ne vis pas ça, moi, là, actuellement. Okay. Ça fait 3 ans. À garder... Oui, c'est ma 3e année. J'ai 2 enfants, moi, qui viennent, là, qui sont présents. Avec les petits, ça, c'est une grande fête. Là. Quand les petits viennent, ça y fait du bien. Ils en prennent soin. Et puis, mais ça reste que on est démunis. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. Il arrive des choses, des fois, puis tu dis, « Ah non, encore ça. » Encore ça dans ce sens que, bon, là, ils viennent perdre quelque chose. Puis, on veut les stimuler pour pas qu'ils perdent, mais on peut pas le faire. À un moment donné, on m'a dit, « Arrête de te battre, là. » Et est-ce qu'il y a une habitude qui se crée? Est-ce qu'il y a une carapace qui se forme? Est-ce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe, c'est un petit peu plus facile à chaque fois ou si c'est toujours un peu le même constat de « on ne s'en fait pas de carapace parce que non, on peut pas. On n'est pas capable parce que c'est imprévisible. Et puis, ça ne se vit pas tous de la même façon. Dans mon cas, moi, c'est le 3e de la même famille. OK. Alors, j'ai vu 2 autres beaux-frères avant et ça se présente pas tout à fait pareil. C'était des situations qui étaient différentes. Alors, même si vous aviez voulu vous préparer émotivement, mentalement à ça, il y a Non, parce qu'il y a le caractère de la personne aussi qui joue là-dedans. La personne malade, elle arrive... elle devient malade, mais avec son caractère. Et est-ce que vous avez eu la chance d'avoir des gens qui ont bien accepté la maladie ou si ça a été quelque chose avec lesquels vous avez dû travailler? Ça c'est une autre chose. La personne qui est saine d'esprit, là, qui réalise qu'il perd son autonomie, c'est difficile pour la personne. On a beau essayer, nous autres, de notre côté, de dire, ben oui, mais c'est pas grave, je vais t'aider. Ben oui, puis c'est pas grave, je vais t'aider. Ça fait 42 ans qu'on est ensemble, je vais t'aider, c'est pas grave. Mais on sait bien que c'est grave. On sait bien parce que on revire la question de bord, puis si c'est moi qui perds mon permis de conduire, si c'est moi qui est capable d'aller marcher tout seul dehors, si c'est moi qui n'est pas capable d'aller faire, qui est plus capable d'aller faire du vélo, bien, l'autre, on ne peut pas faire autrement, on ne s'habitue pas. Alors, on a le rôle un peu d'éponge aussi à recevoir ça. Et étant donné que c'est pas vous qui êtes affecté par la maladie, est-ce que c'est une source de frustration aussi supplémentaire? Est-ce que cette réflexion-là qui survient à un moment donné en cours de route à dire « mais moi, je ne suis pas malade et c'est comme si je l'étais finalement ». Il faut se forcer pour penser ça. Faut mettre toutes nos énergies. Oui, c'est ça. Puis comme nous, on a une formation « Comment éviter l'épuisement » chez les proches aidants. Donc, les proches aidants vont venir, puis on leur montre à prendre soin d'eux, mais à prendre du temps pour eux, parce qu'effectivement, eux, ils ne sont pas malades. Puis s'ils veulent pouvoir aider jusqu'à la fin, ils doivent prendre soin d'eux.
Donc, ne serait-ce que quelques heures par jour, lire un livre, prendre un bon bain, mais penser à eux. Ou même, souvent, on va leur dire, ben, vous avez des amis, allez prendre un café avec vos amis pour vous, là. Sinon, s'ils ne prennent pas de temps pour eux, ils vont tellement être épuisés qu'ils ne pourront pas se rendre jusqu'à la fin. Bien, on pourrait y revenir après la pause, à savoir c'est quoi vos clés à vous pour réussir à prendre ce temps-là pour vous. Et en attendant, on va prendre donc une petite pause à cette émission. Et on retrouve ensuite Joanne, Françoise et Madeleine pour la suite de Maghebdo. De retour à Maghebdo. Alors, comme on le disait avant la pause, on va parler un peu de votre réalité versus comment on fait pour s'occuper de soi-même. En tant qu'aidant naturel, on a tendance à donner tout notre temps, toute notre énergie, tout notre amour à la personne de laquelle on s'occupe. Mais il faut quand même réussir à trouver des façons de s'occuper de soi-même à travers tout ça. Est-ce que ça a été une problématique, premièrement, pour vous, Françoise? Moi, actuellement, je suis une femme assez active dans toutes sortes de domaines. Alors, j'essaie, autant que possible, de continuer ce que je faisais avant. Sauf que moins longtemps, peut-être, là, parce que pour ne pas le laisser toute seule trop longtemps, ou si je n'ai pas personne, bien, il faut que je reste à la maison. Alors, moi, je fais un peu de peinture. Alors, ça, je n'ai pas besoin de personne. Je m'installe dans la chambre et je fais de la peinture. Ça me vide l'esprit. Je pense à d'autres choses. Je suis préoccupée par ma réussite. Alors, ça devient comme une soupape. C'est la manière que vous avez trouvé de, pour moi, de vous évader un peu. Oui. Puis, j'essaie aussi d'aller marcher, par exemple. Parce qu'il faut que j'aille marcher. C'est important pour moi. Lui, il fait un gros deuil de la marche. C'est très difficile pour lui. Et vous réussissez à vous trouver des périodes? On se trouve des périodes. Là, on attend que Dame Nature soit clémente, qu'on puisse sortir ensemble parce que c'est trop risqué pour lui. S'il tombe, d'abord, je suis trop petite pour le ramasser. Puis, mais aussitôt que le temps, il va marcher un peu plus, ça va l'aider aussi. Ils ont besoin d'oxygénation. On a passé un hiver enfermé. C'est particulièrement cet hiver aussi. Ça n'a pas été... Il y a d'autres moyens aussi. Moi, ça fait longtemps que je fais du yoga. Alors, j'essaie de garder mon yoga. Ça, c'est une autre activité que tu t'achètes des CD puis tu peux les faire à la maison. Si tu ne peux pas t'absenter, si tu ne peux pas aller à tes cours pour toutes sortes de raisons. S'il n'y a pas personne pour venir à la maison. Alors, avec un petit peu de sport, puis d'art, puis de la lecture, comme tu as raison, la lecture. Et vous, Madeleine? Bien, mon Dieu, j'essayais de vivre ça le mieux possible, dans le sens qu'au début, j'essayais de continuer ma vie comme avant. J'ai fait du yoga aussi, j'ai fait du tai chi à un moment donné. Il pouvait venir avec moi au début, c'était bon pour lui aussi. Graduellement, il a fallu faire les petits deuils blancs, là, tranquillement. Et puis après, bien mon Dieu, j'ai apprivoisé mon ordinateur que je connaissais pas. J'ai essayé de me débrouiller avec ça. Aussi pour avoir de l'information sur plusieurs choses concernant la maladie. C'était important pour moi à ce moment-là. Ensuite, mon mari pouvait aller un petit peu à la pêche. On avait un bateau, alors on pouvait aller à la pêche. On a un chalet à Saint-Anicette, puis on allait là-bas. Et puis, mon Dieu, bien, graduellement, ça fait 3 ans qu'il ne peut même pas penser d'aller en bateau. Alors, le bateau, il est caché. On ne s'en occupe pas. À part ça, mon Dieu, bien, on est venu au répit. Là, ça veut dire que le CLSC ils sont rendus compte qu'il fallait que j'aie du répit parce que je ne pouvais pas le laisser 1 heure. Je ne pouvais pas aller à l'épicerie, rien de ça. Alors, ils ont dit, il faut du répit, que j'ai demandé, puis aussi avec l'organisme d'aidants naturels, qui m'ont dit que je pouvais avoir ça. Et puis, là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il était 1 semaine complète, là. Alors, j'ai parti en voyage. C'est un endroit où vous transportez physiquement la personne qui est malade. Et puis, ça vous permet de vous libérer complètement. Oui, puis ça aussi, j'ai su plus tard que c'était très important dans le sens que ça l'a habitué à s'apercevoir qu'il continuait à vivre le temps qu'il était là, puis que les gens s'en occupaient bien. Puis là, je partais soit avec ma fille, mes sœurs en voyage, 1 semaine ou une fin de semaine. C'est arrivé une fin de semaine. C'est quelque chose qui, en tout cas, qui libère un peu
En tout cas, pour moi, c'était bon. Peut-être pas pour tout le monde. Parce que, comme on disait, chaque situation est assez unique aussi. Et vous me disiez aussi qu'à la base, quand on apprend une nouvelle comme ça, on n'a pas nécessairement les connaissances ou on ne sait pas où sont les ressources. Les ressources, elles existent, mais on en faut parle faire pas un beaucoup. effort d'essayer de trouver des moyens. Et comment on les trouve, ces moyens-là? Vous, quel a été votre réflexe? Moi, j'ai trouvé le moyen parce que c'est dans le feuillet paroissial de l'Église où c'était écrit, si vous avez... qui se donnait un café-rencontre de 6 semaines au centre. Avec Joanne. Avec Joanne, sur les aidants naturels pour aider les personnes, justement, à accompagner une personne en perte d'autonomie. Dans le fond, c'est ça qui est l'histoire des maladies dégénératives, c'est la perte d'autonomie de la personne. Alors, pour toutes sortes de détails. Alors, je me suis dit, je vais être plus efficace. Oui. Et je suis aussi d'un tempérament qui aime bien savoir où je m'en vais. Premièrement, ça sécurise. On est moins nerveuse et on sait où aller. Alors, on est plus efficace. On se protège et automatiquement, on protège l'autre. Tout ça est une roue qui... C'est une roue qui tourne. Moi, si on s'isole et si on reste en arrière de... Non, ça n'arrivera pas, on peut pas. Moi, dans mon cas, je sais que quand j'ai été aux aidants naturels, j'étais complètement, là, c'est il y a à peu près 6 ans, j'étais, là, rendue comme... J'ai juste pleuré, je pense, hein, la journée que j'ai été. Du rouleau complètement. J'ai juste pleuré, je ne savais plus, j'avais plus de repères. Puis, avec le groupe, j'y allais tous les mardis. J'avais une gardienne qui venait avec mon mari parce qu'il ne pouvait plus le sortir de la maison, il ne pouvait pas rester seul. Et puis, ils m'ont aidé énormément. Je conseille beaucoup aux gens que, peu importe la maladie, d'aller à des aidants. Quand on est aidant, il faut aller dans des organismes comme ça. On rencontre d'autres personnes comme madame. Il y en a une dizaine, hein, qui ont passé sûrement. Et puis, ils ont leur vécu. Eux ont eu un repère à un endroit, un repère à l'autre. Alors, ça fait une chaîne, ça. Alors, ça t'aide. Puis, j'avoue que franchement, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé beaucoup. Ça crée aussi une solidarité. Parce que souvent, quand on vit des situations comme ça, on se sent isolé. On s'isole, on ne parle pas, on reste dans notre coin. On ne veut pas déranger des fous, on ne veut pas... Ennuyer les autres avec ça. Ennuyer les autres, tu sais, là. Alors, je trouve pas ça correct. Parce qu'on se nuit. On nuit à tout le monde. C'est pas le bon réflexe à avoir. Il faut rester en contact avec les gens. Comme une fois, à un moment donné, un vendredi, je téléphone à Belleuil puis je dis à mon fils, es-tu capable de trouver un repas? Es-tu capable de venir en fin de semaine? On aura besoin de vous voir avec les petits. Parce que ça donne... On sent que mon conjoint, quand les petits-enfants sont là, ça lui fait du bien. Là. Il est fatigué, il est à moitié mort quand ils sont partis. Mais c'est de la bonne fatigue. Bonne fatigue. Mais il faut que tu le demandes. Les enfants, ils ne peuvent pas tout deviner non plus. On n'a pas le réflexe de demander à se faire aider quand on aide nous-mêmes. Ils veulent nous aider, mais ils ne savent pas de quelle façon. Puis eux, à l'inverse aussi, doivent se dire, ben moi, je veux pas déranger, je veux pas nécessairement m'imposer, je veux pas... Il y a peut-être le double phénomène de nous, on veut pas avoir l'impression de déranger, mais la personne veut peut-être pas avoir l'impression de vous déranger dans votre travail. Alors ça, c'est tout le problème de la communication. Alors si tu parles pas, ben tant pis pour toi. C'est pas mal la base, là, je pense. Et d'arriver à un endroit comme le Centre d'action bénévole. C'est ça. Puis nous, on développe aussi des sujets, comme on va parler de culpabilité, des deuils blancs, mais aussi de s'affirmer, comme apprendre à demander de l'aide. On a un café-rencontre sur ça. Ça a l'air ridicule, mais beaucoup de gens ne savent pas comment demander de l'aide et où aller la chercher. Donc, nous, on va développer des cafés-rencontres sur des sujets qui touchent les aidants, qui vont leur apprendre des choses. Des fois, sur le coup, ils se disent « Oh non, moi, je ne serais pas capable de faire ça. » Puis là, ils retournent à la maison, ils réfléchissent. Puis là, ah oui, c'est pas fou, puis ça va les aider. Puis ils rencontrent des gens comme Madame ici, Madeleine, est venue au groupe d'entraide
Elle a rencontré 6, 7 personnes, 8 personnes qui sont là de façon régulière. On a un autre groupe aussi d'entraide avec d'autres personnes. Puis là, ben les cafés-rencontres, tout le monde se mélange, fait qu'on se crée des réseaux. Et on écoute le vécu des autres aussi, ce qui nous aide. Et comment on se sent? Est-ce que c'est difficile de faire le premier pas pour entrer dans un café-rencontre comme ça? Est-ce que c'est intimidant d'aller parler de ses problèmes avec d'autres personnes, d'aller échanger, de s'ouvrir comme ça? La première fois que vous êtes allé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il nous donne toute la facilité, hein, dans le sens, si tu ne veux pas parler, tu ne parles pas, tu peux écouter. T'apprends. Si tu veux parler, tu peux le dire. Ils ont des, comment on appelle ça, des icônes? Des émoticônes. Des émoticônes. C'est comme des petits visages souriants ou, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup. Puis on en choisit un quand on rentre. Pour savoir. Après, et ça indique aux autres comment vous vous sentez au moment où vous entrez. Alors ils disent pourquoi tu l'as pris. Alors à partir de ce moment-là, on peut verbaliser pourquoi on l'a pris. Alors, la discussion part, et puis après, bien après qu'on n'a plus rien à dire, l'autre personne repart avec son émoticône. Moi, j'appelle ça un icône, je sais. Mais moi, c'est ça qui m'avait frappé beaucoup aussi, c'était le naturel, la simplicité de la rencontre à laquelle j'ai pu assister. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun... tout le monde est là simplement pour livrer ce qu'il a livré. C'est pas supposé qu'on dirait que les choses des personnes après qu'on est parti. Ça, c'est une convention qu'il y a. On n'est pas supposé de... Parce qu'il y en a qui disent beaucoup de choses, puis ce serait pas bien. On peut peut-être en parler, mais sans nommer la personne, sans être trop explicite dans la personne. Oui, c'est ça. Alors, pas de jugement non plus. Pas de jugement, pas juger la personne parce qu'elle a un vécu différent de toi. Hein? C'est ça. Parce qu'on évolue différemment. Il y a des personnes qui ont la facilité de s'exprimer, il y en a qui ne l'ont pas, mais ils ont tous le même problème au fond. Alors, si la personne, par exemple, a difficulté de s'exprimer, puis elle dit « je peux pas aller là, j'ai rien à dire », comme Joanne dit, ça ne parle pas. Mais ils sont là, ils reçoivent les informations, ils se créent des liens. Le groupe avec qui j'ai été, à un moment donné, il y a un monsieur, entre autres, là, que je revois de temps en temps, puis il me dit toujours « comment va votre mari? » Lui, il a perdu sa conjointe entre-temps. Puis là, c'est « comment va votre mari? » Puis « comment ça va? » Puis... Mais, tu sais, c'est un lien qui s'est créé avec les autres personnes. Ça cette double fonction-là aussi d'éducation, mais aussi de socialisation. De socialisation, parce que l'isolement, ça tue. Même avec le groupe, là, ce qui arrive à la longue, c'est qu'on connaît de mieux en mieux les personnes. Puis même quelquefois, c'est la fête d'une des personnes. On va manger au restaurant avec elle. Puis tous ceux qui peuvent vont au même moment. Alors, ça veut dire que ça fait des liens quand même d'amitié, plus ou moins, ça dépend des personnes. Mais c'est des connaissances, c'est des gens qu'on verbalise. Déjà, vous avez un point en commun dans ce sens que vous vivez sensiblement des réalités qui se ressemblent, du moins. Alors, ça vous fait déjà, j'imagine, un point d'ancrage qui est assez important. Oui, puis même qu'on a nos numéros de téléphone, puis dans un cas X, on peut téléphoner à une personne, puis, je sais pas, il dit « il m'arrive telle chose », c'est bien, c'est très bien. En tout cas, moi, ça m'a sauvé. C'est le cas de le dire. Je trouve ça très important, moi. Puis on le dit tantôt, puis je le répète. Le service, il existe. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi? Et le service va nous aider, mais je suppose même qu'à un moment donné, quelqu'un dirait « j'aurais besoin d'un service spécial ». Probablement que le centre dirait « oui, peut-être qu'on peut faire quelque chose », tu sais. À ce moment-là... À tout le moins, on va faire la recherche. On va tout le moins faire la recherche, et puis à ce moment-là, ils sont là pour aider. C'est ça l'affaire. C'est le premier, le but étant ça. Alors, si toi, tu as besoin d'aide, pourquoi tu t'abstiens de profiter de quelqu'un qui va te donner de l'aide? Ils sont là, les ressources. À la limite, on paye pour avoir des bons services comme ça. On a la chance d'avoir des installations qui existent comme ça et il faut en profiter quand c'est notre tour, justement. Et concrètement, comment on ferait pour aller au CAB, pour avoir des informations du CAB? Si quelqu'un veut avoir des informations, à quel numéro, à quelle adresse on peut vous rejoindre? On est situé au 10 rue Gilmore, à Châteauguay. Notre numéro de téléphone, c'est le 450-699-6289. On peut appeler. Il y a différents services que nous, on offre.
Même si les gens veulent me rencontrer, juste un à un, on ferme le bureau, on parle. On a besoin de ventiler, ça se fait aussi. Puis si on a besoin... Moi, en les écoutant souvent, je vais leur référer d'autres organismes. Si elle me dit, j'arrive pas à faire le souper, mais là, je vais la diriger vers des organismes qui peuvent l'aider, qui peuvent soit leur offrir des repas surgelés ou envoyer quelqu'un, un auxiliaire familial qui va aller aider avec la préparation des repas. Mais en jasant comme ça, ils vont repartir avec beaucoup de références. Le ménage. Le ménage. Des fois, juste le fait... Ils ont beaucoup à faire en aidant la personne. Si on les libère en leur enlevant des tâches comme le ménage, la préparation des repas, des choses comme ça, bien ça l'aide. On a des visites d'amitié au centre où on envoie une bénévole chez des gens qui vivent seuls, mais avec les aidants, on le fait aussi. Fait que comme ça libère pour 3 heures la personne, puis l'aider à quelqu'un pour jaser, jouer aux cartes s'il est capable, des choses comme ça. On a un service d'aide à la marche. Si madame, elle n'aime pas marcher, puis son mari qui fait du Parkinson aimerait ça marcher, le bénévole va se rendre là, lui faire prendre une petite marche d'1 heure, une demi-heure, selon ses capacités. Fait que c'est des services qu'on peut offrir aussi pour libérer un peu l'aidant, puis aussi l'aider, bien, il en profite aussi en même temps. Donc, puis comme on travaille dans le communautaire, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui offrent différents services, puis on est en mesure de les nommer. De les réorienter aussi. Les réorienter, c'est ça. Étant donné que vous connaissez quand même l'appareil communautaire de la ville, ici, de la région. C'est ça. Il y a toujours moyen pour vous de régler à peu près n'importe quel problème, il y a finalement. toujours une solution. Alors, pour n'importe quel problème, on pourra venir contacter le Centre d'action bénévole. Oui. Et c'est tout le temps qu'on a pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui. J'espère qu'on a pu aider quelques personnes ou peut-être même les motiver à aller chercher de l'aide où l'aide se trouve finalement. Parce qu'il y en a de l'aide, il s'agit d'aller la chercher. Et voilà. Alors, Joanne Reed, Madeleine Delage et Françoise Goulet, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Mag Hebdo.